bête du monde parce que ça produit l'effet inverse. C'est une galaxie, ma gueule. Mais vous avez raison. C'est que la polémique vous sert. Non mais quand ils disent... Et c'est pour ça que vous nous en parlez là. Il faut interdire le livre du président du Rassemblement national, je me retrouve en tête des ventes sur Amazon. Donc j'espère qu'ils vont continuer parce que ça me fait de la pub et donc ça... donc vous leur dites merci. Oui, je les remercie ce soir. Donc vous les attaquez en justice et vous leur dites merci, c'est ce que vous nous dites. Et surtout Léa, moi j'ai un pote qui bosse à la SNCF et il s'est amusé à afficher vos affiches à la station Europe sur la 3 et Front Populaire sur la 12, ça le faisait marrer. Voilà, pas mal. Mais c'est vrai. Est-ce que je peux c'est pas ouf les blagues les mecs, hein. Désolé, hein, je suis peut-être aigri mais c'est pas fou là. Hein. me permettre une vraie question, pardonnez-moi, parce que les gens vont peut-être se la poser. Vous l'avez écrit? Oui, je l'ai écrit. Non, je vous le donne parce que parfois on se fait aider. Ça a été mon cas, pourtant j'ai beaucoup travaillé sur mon bouquin, j'en ai fait un, je vais pas en vendre autant. Non, je l'ai écrit, et je veux dire... Tout seul? Je l'ai écrit tout seul, et je pense que les gens qui me connaissent, et notamment les journalistes politiques qui ont l'habitude de me suivre, reconnaîtront que je l'ai écrit. Nous sommes le... D'ailleurs, Libération, moi je pense qu'il dit la vérité les mecs, hein, parce que les critiques que j'ai lues, déjà pour commencer en tête Libération, il y a un mec, il a dit, enfin le critique littéraire, il a dit putain mais on dirait que le livre il a été écrit par un enfant, genre. Ça se voit que ça a été écrit par un jeune, il aurait dû se faire aider par un ghostwriter, des trucs comme ça, genre. Ils ont été unanimes sur la critique quand même. Hein. Dimanche 7 Il y a moyen qu'il l'ait vraiment écrit tout seul, vraiment tout seul les mecs. Juillet 2024, dans quelques heures, à 28 ans, voilà ce que vous écrivez, je deviendrai peut-être Premier ministre de mon pays, une ambition que vous n'avez cessé de marteler pendant les 4 semaines de la campagne des législatives. J'entends être le Premier ministre de tous les Français. Je suis candidat, si les Français m'accordent leur confiance, au poste de Premier ministre. J'ai streamé tout ça. Premier ministre. J'ai streamé tout ça, les mecs. Un gouvernement d'union nationale. Vous accepteriez d'être le Premier ministre d'Emmanuel Macron? D'être un Premier ministre de cohabitation? Bien sûr. Justement, on parlait de Donald Trump il y a quelques instants. Donald Trump, on pense qu'on veut de lui, mais si on vous compare à Donald Trump, il a fait des choses. Il a bâti des entreprises, il a gagné, il a perdu, il a bâti un empire, il a le cuir tanné, par ailleurs il s'est marié, il a eu des enfants, il a une vie et il dirige aujourd'hui la première puissance du monde. Vous, et on le lit dans le livre, vous n'avez jamais exercé un métier, un vrai métier, comme on dit. Vous êtes entré très tôt en politique, sans vous faire offense. C'est la question qui est lancinante chez moi. Oula. Vouloir être Premier ministre, vouloir diriger peut-être la 6e puissance mondiale à même pas 29 ans, est-ce que vraiment vous vous sentez prêt à diriger un pays à 29 ans à peine néant? Attends, on est top 6. On est top 6 les mecs, vraiment, on est aussi puissant que ça, Non, on n'est pas top 6. On est vraiment top 6. Ok. Ouais. Stylé. Franchement, on est 7ème. Ok, 6-7ème. Ok. Sympa les mecs, hein. Sur 200 pays dans le monde, on est top 6. Je trouve ça cool, hein. Jamais travaillé. Vous avez vu l'état de la France? Parce que je crois qu'Emmanuel Macron a un CV extrêmement dense, hein. Il a fait l'ENA, il a été banquier chez Rothschild et il a eu un parcours en cela qui est brillant, y compris sur le plan scolaire. Il a bossé à Rothschild comme chez moi, les mecs. On a tous les deux bossé à Rothschild, on a peut-être un lien, je sais pas. Hein. Mais qu'ont-ils fait de la France aujourd'hui? Vous voyez, moi je pense que ce qui manque aujourd'hui... Vous pensez que vous feriez mieux que n'ayant pas d'expérience? Je pense que tous les diagnostics que nous avons posés se constatent chaque jour. Je crois que sur la question de l'identité, sur la perte d'autorité dans la société, sur la question de l'immigration, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui partagent notre analyse et qui partagent nos solutions. Sur les questions économiques, pardon, hein, mais on nous a vendu les experts des finances publiques. De la finance et tout. J'avais demandé un audit, d'ailleurs, des comptes de la nation pendant la campagne des élections législatives. Tout le monde m'a dit, mais arrêtez, vous faites ça pour gagner du temps parce que vous savez pas quoi faire, etc. Après, les mecs, là où je rejoins un petit peu Bardella, ok, là, il y a un peu... Il y a un peu un délit de faciès parce que la meuf elle dit tu peux pas être Premier ministre parce que tu n'as jamais bossé. L'argument peut s'entendre les mecs, mais quand tu as Bruno Le Maire qui lui est nourri dans la politique depuis des années et il a de l'expérience aussi en politique et dans je ne sais pas quoi parce qu'il a travaillé auparavant, regardez l'état de la France. Macron c'est pareil gros, c'est pareil. Donc un mec qui a un CV long comme ma bite et un mec qui travaille pas, bah le mec qui a le CV qui est aussi long que ma bite, regardez dans quel état il a mis la France. Il a raison de surfer sur ça, les mecs, parce que maintenant, l'argumentaire de se dire « Ah, lui, il a pas travaillé, il mérite pas d'être Premier ministre », l'argument est caduque maintenant. Regardez l'état de la France, les mecs. Et c'est des mecs qui ont ils ont coché toutes les cases, genre. Le mec, il a été banquier à Rothschild, il s'est entouré d'une équipe de mecs techniques et tout. Regardez, genre.
Regardez, genre, regardez, vraiment. Ok, mais tu juges sur son expérience aussi. Ouais, mais même l'expérience, gros. L'expérience, ouais, tu juges sur l'expérience, mais qu'est-ce que tu vas retenir? Tu retiens que la France va mal avec des mecs qui étaient expérimentés. Tu vois ce que je veux dire? Donc prendre le raccourci de dire que il n'est pas expérimenté, donc on va aussi aller droit dans le mur, bah c'est pas forcément vrai. Désolé, c'est pas forcément vrai. Voilà. Genre vraiment, moi j'y crois pas. Je dirais pas que je voterai Bardella, pas du tout. Mais l'argument, les gars, faut commencer à changer. Faut commencer à changer maintenant. La donne, elle est plus pareille. Je suis désolé, la donne n'est plus pareille maintenant. Qu'a fait M. Barnier quand il est arrivé? Il a dit la situation que je découvre est cataclysmique. Mais je vais demander un audit des finances de la nation. Je vous dis d'avoir les clés d'un pays, d'un État. Par pure analogie, c'est pas parce qu'il y a des médecins incompétents qu'on va donner ce poste-là à des mecs sans expérience. Bon, après, les mecs, je pense que la médecine. Alors, je pense que la médecine et la politique, c'est vraiment deux mondes opposés quand même. Hein. C'est vraiment deux mondes opposés. Surtout que quand tu veux faire de la politique, t'as Bruxelles derrière, t'as des obligations de l'Union européenne, t'as des recommandations de l'Union européenne aussi. Comme par exemple pour la réforme des retraites, qui a été conseillée par l'Union européenne. Ouais, je sais pas les mecs, si mélanger la médecine et la politique, c'est pertinent. Je suis pas trop d'accord avec cet argument, les mecs. Désolé, hein. D'une fonction publique, de l'analogie est pas milliards d'euros ouf. À gérer. Est-ce que vous avez déjà géré un budget? Gabriel Attal, il avait fait quoi avant? Il était ministre. Il a été ministre. Pour prendre les bonnes décisions, il faut avoir été ministre. Parce qu'à ce rythme-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui pourront se présenter. Regardez le paysage politique. Aujourd'hui, c'est violent de faire la politique en première ligne. Et je l'explique d'ailleurs dans le livre. Parce que vous avez une injonction à la transparence qui est permanente, parce que vous devez rendre des comptes non plus maintenant une fois par mois, mais maintenant quasi quotidiennement avec le rythme effréné des chaînes d'infos en continu. Donc c'est difficile de faire aujourd'hui de la politique en première ligne. Je ne me plains pas, mais c'est la réalité. Et il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a de moins en moins de gens qui ont envie de faire la politique en première ligne? Vous savez, moi, je vois beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de dirigeants de boîtes, de TPE, PME, Gabriel Attal, il a fait Sciences Po après. Bah regardez le résultat, les mecs. Hein. Vraiment, regardez le résultat. Après, oui, les gars, vous pouvez prendre l'exemple des ingénieurs, etc. Je pense que la politique, c'est un monde à part. Faut arrêter de tout mélanger, les mecs. J'arriverai pas à être d'accord avec vous. Je suis désolé, j'arriverai pas à être d'accord avec vous. Je sais quand même qu'il faut de l'expérience en politique. C'est pas n'importe qui rentre en politique. Je suis bien d'accord. Mais il faut arrêter de croire qu'il faut forcément faire l'ENA pour être président de la République. Ça, j'arriverai pas à être d'accord avec vous. C'est pas grave, les mecs. C'est pas grave si on n'est pas d'accord. C'est pas grave. De grandes boîtes. Il n'y en a aucun qui a envie de s'engager en politique. Parce que ça nécessite une vision, ça nécessite de faire des sacrifices. Et en tout cas, moi, je fais ça sincèrement. Et croyez-moi que compte tenu sincèrement. et de la façon dont je me suis construit aussi politiquement dans le quartier dans lequel j'ai grandi, dans les conditions dans lesquelles j'ai grandi, eh bien, je pense en tout cas modestement comprendre ce que ressent un certain nombre de nos compatriotes. Et encore une fois, s'ils ont été, moi je veux bien qu'on refasse le film, mais le parti politique pour lequel on a le plus voté aux élections législatives, c'est le Rassemblement national. Vous avez été en tête des législatives au premier tour, 3e au second tour. Vous n'arrivez pas, il y a encore un plafond de verre. Si on s'attendait dans ce livre à avoir un mea culpa sur qu'est-ce que j'ai raté ou qu'est-ce qu'on a raté collectivement au Rassemblement national pour ne pas convaincre les Français de nous donner le pouvoir cette fois-ci, alors même que vous arriviez poussé dans le dos après votre score aux européennes, après votre score au premier tour des législatives, et pourtant ça ne marche pas. Au dernier moment, ils ne vous donnent pas le pouvoir, vous arrivez 3e. Pourquoi? Et pourquoi il n'y a pas le mea culpa, à part de dire... Si, vous dites qu'il y a eu quelques maladresses. Non, c'est pas ça. Je pense que il y a beaucoup de Français qui ont des doutes et qui ont peur de bonne foi du Rassemblement national. C'est la vérité. Moi, je l'ai vu, il y a beaucoup de gens qui me disent, en fait, on est d'accord avec telle et telle idée, mais il y a encore un doute. Pourquoi voilà. Pourquoi, à votre avis? Parce que l'histoire, parce que les maladresses, les outrances aussi qui ont été celles de Jean-Marie Le Pen, qui sont encore utilisées par nos opposants. Et qui, quelques maladresses dans les choix de vos représentants. Mais bien sûr, mais d'ailleurs le choix... Le fameux thread, les mecs, le thread avec tous les députés qui ont été soit racistes, soit islamophobes, soit j'en passe, xénophobes, on s'en souvient. Hein. Des candidats, je l'évoque, parce que quand vous en avez le racisme aussi, bah oui. Raciste, mais mon dentiste est musulman. Enfin, je veux dire, c'est ça que vous voulez envoyer. C'est ça que vous voulez envoyer à l'Assemblée nationale. Alors, dites pas cela, parce que sur 1000. Attendez, il a fallu organiser cette élection, non pas en 6 mois. Oui, vous avez raison, ça a été en 3 semaines. Jours. Oui, mais en 3 jours, il a fallu choisir. Depuis 3 ans, 1154 candidats. Mais on est prêts. Attendez, 2 tiers de nos candidats étaient déjà prêts. Mais il n'y a aucun parti politique qui, en 3 jours, peut trouver 1154 candidats. Donc,
Évidemment que quand vous avez 10 candidats, une poignée de candidats qui tiennent des propos qui évidemment sont pas mes valeurs, sont pas mal, ne reflètent pas ce que je pense, évidemment que ça nous fait du mal. Et puis je pense qu'il y a aussi, je l'ai dit, sur la double nationalité, là aussi, Mais c'est là où c'est dangereux parce qu'ils disent, parce que là Bardella, là il fait une erreur. Il explique que il fallait choisir des candidats en 3 jours, etc. Mais vous voyez, la précipitation, elle emmène où? Elle emmène à sélectionner des candidats qui sont problématiques. Bah désolé les mecs, si par exemple il prend des positions à la va-vite comme ça et qui emmène la France droit dans le mur, bah c'est ces genres de mecs qu'on va envoyer à l'Elysée, les mecs. Exactement, à Tao, c'est très révélateur. C'est très révélateur d'un parti un peu brouillon qui prend pas le temps de bien choisir, de caster correctement, etc. Et ça peut aussi se traduire par des décisions qui peuvent emmener la France dans le mur, hein, si c'est pas mûrement réfléchi. Ah, attention, hein. Eh oui. j'ai passé 3 semaines à ramer Après Chenu. contre une idée qui n'était pas dans mon projet. On m'a reproché de vouloir... La défense, toucher elle à est la double catastrophique, nationalité, là. alors que Bah ouais, jamais bah ouais. je n'ai proposé de remettre en cause Vous aviez la double Et nationalité. vous aviez un donc, de vos candidats qui a expliqué que... C'est Monsieur les Chenu. Non, il y avait Monsieur Chenu, mais il y avait aussi Monsieur Chudeau. Monsieur Chudeau Mais qui a bien sûr. expliqué que les binationaux devaient être virés des Non, il a- emplois publics sensibles. Sensible. Oui, alors Il l'a évidemment, dit mais comme évidemment, ça, mais sur bien BFM, sûr. c'était. Et ça, c'est pas la position du mouvement, c'est pas mon projet, donc évidemment C'est vrai que que ça Ramel, nous fait c'est du vrai, c'est mal. vrai. Mais c'est vrai qu'il y a, à notre égard, aucune forme d'indulgence. Et je connais les règles. Hein. C'est-à-dire que je fais de la politique dans un système où je connais les règles. Les règles, elles sont plus dures pour nous que pour les autres. Et vous pensez La que- gauche peut investir des fichiers S, faire élire des fichiers S antisémites à l'Assemblée, il n'y a pas de problème. Si, c'est Ça Mais fait pas le si, 20 heures de Antisémite. TF1, Mais vous ça plaisantez, fait pas tout le monde 20 heures le de rentre France dedans. 2, mais Même oh, chose pour Emmanuel Macron, vous avez vu tout. Ah, s'il parle de Raphaël Arnaud, franchement. Non, mais vous voyez les mecs, la bêtise du Rassemblement National. Nous faire croire que Raphaël Arnaud, il a pas été traîné dans la boue parce que la une des médias, ils ont parlé des fichiers S, etc. Il s'est même expliqué d'ailleurs par rapport à ça. Bardella qui dit ça, c'est une dinguerie. C'est un menteur, ce mec. C'est un menteur, gros. Toutes les unes, Mais- vous avez mais non, l'impression qu'il est je parle mieux pas- traité je que parle vous pas d'Emmanuel Macron. Arrête, C'était un arrête. problème. Je parle du traitement des candidats. C'était un problème de la Et même vous ne manière. pouvez pas dire que Un an de le nucléus, système pas médiatique aujourd'hui. n'est pas plus dur avec nous Et le bashing qu'il ne de- l'est avec tous les autres. Le Et- bashing et- anti-Macron est énorme. Et je vais vous dire, Aussi. j'assume tout. Voilà, j'assume ce qui a fonctionné. Je le dis dans le livre. J'assume d'avoir porté la campagne avec ce qui a bien fonctionné et aussi avec ce qui va dysfonctionner parce que quand on est chef, on assume ses responsabilités. Et je vais vous dire, c'est vertigineux parce que quand Emmanuel Macron annonce la dissolution de l'Assemblée et que, compte tenu de notre score, on peut potentiellement se retrouver à Matignon, vous avez beau être entouré, vous avez beau être préparé, vous avez beau avoir travaillé, on reste humain et croyez-moi, vous vous sentez bien seul. Vous avez cette phrase dans le livre qui m'a un peu étonnée. Vous dites avoir adhéré au Front National en ignorant, je vous cite, tout de son histoire, de ses fondateurs et même de Jean-Marie Le Pen. Ouais. Vous n'aviez jamais entendu parler de Jean-Marie Le Pen, du détail. Je vous pose la question, ça m'a un peu fait sursauter, parce que vous dites Comprends. 3 phrases avant que Sursauter. vous étiez fan absolu des débats politiques à la télé, Ouais. que vous n'en ratiez aucun. Vous n'avez jamais entendu parler de Jean-Marie Le Bien sûr que j'en Pen, avais du entendu point de parler, détail, des fours, bien sûr que des- j'en avais- du et je rafour, l'ai rencontré, crématoire. je l'ai rencontré trois fois dans ma vie. Mais Oui, mais ce que je veux dire, c'est quand à vous 16 ans- adhérez à un parti qui est lié à cet homme, c'était le président. ouais, vous avez raison, mais à 16 ans, vous n'avez pas le même recul et les mêmes réflexes politiques qu'on peut avoir. Et il est vrai que moi, à 16 ans, la personne qui, pour moi, représente le Front National à l'époque, c'est Marine Le Pen. Et je veux dire, j'adhère plus pour elle que pour un parti Oui, mais il politique. était là. Et- Là, quand vous êtes avec lui, vous savez rien de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a pensé? Si, mais ça ne veut pas dire que je le partage. Voilà, et est-ce que j'aurais rejoint le Front National de Jean-Marie Le Pen? Peut-être pas. Donc, Il prend des pincettes, les mecs, il prend des pincettes. vous voyez, l'histoire, elle est... Mais pourquoi l'histoire, vous allez ça va. dans ce L'histoire- parti? J'ai 18 ans. Hein. L'histoire, elle est... Pourquoi vous allez dans ce 18-19. parti, Jordan Bardella? Parce que c'est vrai que quand on lit votre Ouais. livre, il y a beaucoup de clins d'œil ou de marques d'admiration à l'endroit d'un autre homme qui s'appelle Nicolas Sarkozy. On lit votre livre et on a l'impression que ce livre-là, c'est un peu votre manière de dire finalement, mon vrai modèle, c'est plus Nicolas Sarkozy que ceux de chez moi. J'ai aimé son énergie. Voilà. Il a beaucoup donné pour la politique, il a beaucoup déçu. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'électeurs qui ont cru dans le fameux tournant sécuritaire, dans la défense de notre identité, dans ce fameux Karcher, où il devait remettre de l'ordre dans les banlieues. Et j'explique d'ailleurs dans ce livre que ma mère a voté Nicolas Sarkozy en 2007. Il l'a déçu, comme il a déçu beaucoup de gens, et elle s'est portée par la suite sur Marine Le Pen. Donc j'ai aimé son énergie. Et surtout, je pense qu'il a réussi en 2007 à réunir autour du travail et de la défense de l'identité française à la fois les classes populaires, les classes moyennes, et aussi une partie des élites et une partie de la bourgeoisie. Et moi, je pense que
on doit être capable aussi de nous adresser à la France qui va bien. Il y a une partie de la France qui encore est un peu préservée, qui va bien, mais qui voit progressivement les services publics décliner, l'immigration massive et incontrôlée déstabiliser les grands équilibres de notre société dans beaucoup de territoires. C'est pour ça que vous n'entrez pas... Il a réussi, oui, mais quand on dans sa campagne victorieuse, à rassembler cette France-là. Et c'est un peu ce que j'essaie de faire aussi dans mon action. Mais on se demande dans quelle mesure... Il était contre qui, Sarkozy? Attends, moi je m'en sors même plus, wesh. C'était qui son adversaire, les mecs? C'était Hollande. C'était Ségolène Royal, oui, bien vu, c'était Ségolène Royal, et je crois que c'était Hollande aussi, non? Ah, j'avais oublié que c'était Ségolène Royal, putain de merde, oh, j'avais zappé les mecs. Hollande, c'était après, ouais, avec le fameux moi président et tout. Mesure, vous choisissez à ce moment-là le Front National plutôt que l'UMP à l'époque, plutôt que Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est parce que vous vous dites, j'aurais plus de chance, d'espace pour faire mon trou et monter, plutôt qu'à l'UMP où il y a déjà plein de monde? À 16 ans, je pose la question. Non, mais à 16 ans, vous dites pas ça. Moi, je veux bien qu'on me reproche d'avoir des ambitions cachées, etc. Je n'en ai pas, mais à 29 à 16 ans... vous voulez être Premier ministre. Peut-être qu'à 16 ans, vous vouliez... C'est une belle ambition quand même. Hein. Mais parce que Marine Le Pen me parlait. Voilà, et que quand je regarde... D'ailleurs, dans le bouquin, je raconte ce débat... Le 24 février 2012, entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Et Marine Le Pen, je me dis, elle me parle. Voilà, elle parle de la France dans laquelle moi je suis. Et il y a un moment de télé, effectivement, dans le débat avec Mélenchon, qui est déjà très outrancier d'ailleurs à l'époque. Et le lendemain, je me suis dit, j'aime son courage. Quand elle prend un journal. Et je vais m'engager à ses côtés. Quand elle prend un journal, et d'ailleurs, j'ai recroisé David Pujadas quelques années plus tard, et je lui ai dit merci au fait pour le débat, parce que c'est un peu grâce au débat que vous avez animé que je me suis engagé en politique. Et donc c'est grâce Jure, un nouveau sub. Ça a dû lui faire plaisir. Merci Mourama pour le sub, merci mon gars. On a l'image effectivement de ce moment où vous êtes tout jeune, vous regardez la télé. Vous avez l'image où je regarde la télé? Non. Non, je n'ai pas l'image où vous regardez la télé. Enfin... Quand je vous dis qu'on est traqué matin, midi et soir. On a l'image, donc vous ne savez pas qui est Jean-Marie Le Pen, vous n'avez jamais entendu parler de Jean-Marie Le Pen, mais en revanche, vous êtes fasciné par Marine Le Pen. Vous m'avez traité de semi-dément, de chauve-souris. Ça vous laisse une bonne moitié. De vampire. S'il vous plaît, Jean-Luc Mélenchon, on laisse terminer Marine Le Pen. Le 8 février, Marine Le Pen, que vous êtes bête. Alors, je vais vous dire, monsieur Mélenchon, si vous m'aviez insulté, regardez-moi, madame, quand vous me parlez. Si vous m'aviez insulté, moi, je m'en moquerais. Parce que franchement, en termes d'insultes, vous voyez, j'en ai reçu tellement avec la vie que j'ai eue, que franchement... Putain, les mecs, j'aurais tellement aimé... Les gars, le vieux à l'époque, j'aurais trop aimé avoir une finale comme ça, les mecs. Le classico, les mecs. Imaginez 2027, la finale, c'est ça. Ah là là. Je crois, les mecs, je fais 100 000 viewers sur Twitch. Je pense que je fais 100 000 viewers sur Twitch, mesdames et messieurs. Voilà, je le dis. Voilà, je le dis, frère. Ça m'est complètement indifférent. Mais en m'insultant, vous insultez des millions de Français. Et pire que tout, monsieur, vous insultez 40% d'ouvriers qui s'apprêtent à voter pour moi. Et ça, monsieur Mélenchon, c'est impardonnable. C'est donc ce moment-là où vous tombez sous le charme. Pardon d'employer cette expression-là, parce que quand on lit votre livre, les mots que vous réservez à Marine Le Pen sont dithyrambiques, vous êtes extatique. Marine Le Pen est une rockstar magnétique. Marine Le Pen irradie quand elle parle, le temps semble s'arrêter, les gens se figent, les conversations cessent, les regards convergent vers elle. Waouh, oh là 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 là, go. Ah ouais! Oh putain de merde! Y a pas à sucer comme ça, chef! Racontez une scène où vous êtes en bateau avec elle, à la proue. Il y avait du monde, enfin... À la proue. Non oui. mais Ah, vous remettez les choses dans il y avait du monde sur le bateau, enfin, c'était pas que tous les deux. Oui, mais là, vous êtes... c'est tellement emphatique et enfiévré, si je peux me permettre. Sur mon site de faire part. Après avoir marié avec... Un boulot. Non mais... Ah ouais, quand même! Pardon! Sugar mommy, là! À la proue, seule et pensive, Marine contemple le panorama. Songe-t-elle à l'avenir, à ses futurs étés, si elle accédait à la plus haute fonction de l'État? Osant rompre le silence, je m'approche d'elle. Vous croyez qu'on finira par gagner? Le regard au loin, sa réponse, simple, déterminée, belle. J'en suis convaincue. Le courage de Marine m'oblige, son stoïcisme incandescent aussi. Et ce sont les dernières pages du livre avant la conclusion. J'ai voulu lui réserver le... Édition Harlequin, ça fait édition Harlequin. J'ai voulu lui réserver le dernier chapitre du livre parce que c'est un geste de respect et de déférence. Parce que
Alors évidemment, je raconte parce que c'est souvent l'objet un peu de fantasmes. Les gens se disent, mais est-ce que c'est un fauteuil pour deux, etc. Donc je raconte vraiment la relation que j'ai avec Marine Le Pen. Les gens disent, il va tuer la mère. Et à quoi je réponds, on n'est pas comme les autres. Et j'ai avec elle une relation singulière d'une très grande confiance parce que j'ai une dette envers elle. Voilà. Et je sais que sans Marine Le Pen, il n'y aurait pas eu ce bouquin. Il n'y aurait pas vous, vous seriez pas là. Je ne serais pas là devant vous aujourd'hui. J'ai une question à ce propos. C'est dans mes valeurs et c'est dans mon éducation. J'ai une grande loyauté. C'est sa deuxième maman. Après, les mecs, on peut mettre aussi cette comparaison avec Mélenchon. Hein. Mélenchon, il a créé beaucoup d'enfants. Ils sont engagés en politique, ils ont percé grâce à Mélenchon. Ils en sont reconnaissants, évidemment. Après, c'est ça, la loyauté. La loyauté politique, c'est en quelque sorte ça, les mecs. Hein. Genre, Éric Ciotti a trahi son parti. On a Marion Maréchal qui a trahi aussi. Elle a trahi sa tante. Elle est allée pour aller chez Zemmour. Ensuite, elle a trahi Zemmour pour retourner chez Marine Le Pen. Pour au final, bon, comme c'était une alliance, ensuite, elle a une étiquette différente maintenant en tant que députée européenne. Elle est plus chez Reconquête. La trahison, c'est pas beau, les mecs. Hein. La trahison, c'est pas beau quand même. Hein. Macron a trahi, a trahi François Hollande aussi. Après, François Hollande, c'est un troller aussi, hein. Désolé, mais Hollande, il a troll parce que je me rappelle à l'époque, parce que j'étais pas trop jeune non plus, j'étais un peu, voilà, je crois que j'avais peut-être 22 ou 23 ans, je sais plus exactement. Mais je me souviens que Hollande a décidé de ne pas faire de deuxième mandat et il l'a fait super tôt. Je crois qu'il l'a fait au mois de décembre. Je crois qu'il l'a fait en décembre, quelque chose comme ça. Je me suis dit, mais what? On est que au mois de décembre? T'as décidé de ne pas être candidat à ta réélection. C'est super tôt, frère. C'est super tôt. Ah ouais, ça... Voilà, frère. Ça m'a mis un coup. Donc évidemment que Macron, il s'est dit... Oh, il a vu le filon, Macron. Il a vu le filon, frère. Il s'est griffé dans ça, ma gueule. Mais vous faites de... Non, on te trahira pas, Dofla. Restez sur mes streams. Allez pas chez les Dany Raz. Non, je rigole, Dany, je rigole, Lazama, je rigole. Restez quand même chez moi, restez. Restez chez moi, les gars, restez. En plus, vous êtes toujours plus nombreux, les gars, toujours plus nombreux. De la politique, mais vous faites de la politique. Ouais. On s'imagine en 2027, vous avez voulu être Premier ministre. On peut tout imaginer. Hein. Et en 2027, il se trouve qu'il y a des sondages, admettons, et tout d'un coup, puisque vous plaisez beaucoup, vous êtes beau même, il y a des gens qui votent pour vous parce que vous êtes beau. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce que ça vous fait. Il y a des gens qui votent parce qu'ils vous trouvent beau. Peut-être que c'était pareil avec vous quand ils regardaient La Roue de la Fortune. Ou... Ah, j'étais drôle. J'étais drôle. Beau et drôle, Christophe. Et en vrai, c'est vrai qu'il y a beaucoup de meufs qui bandent sur Bardella. Pourquoi vous êtes ici, les mecs? Moi, je veux savoir. Pourquoi vous êtes ici? Qu'est-ce qui vous intéresse chez moi, les mecs? Ah, parce que c'est vrai que sur les TikTok... Comment on appelle ça déjà, putain? Les micro-trottoirs sur les meufs, quand le mec, il tend le micro, qu'est-ce qui vous plaît chez Bardella? Il est beau, il est tout beau, tout ça. Il a un beau dégradé, une belle coupe de cheveux, il est trop sexy. Putain, vous cassez les couilles, mesdames. Un peu de... Oh, on est où, là? C'est ta couleur de peau d'Ofla qui m'intéresse. Ton gauchisme. Ok. J'aime bien tes t-shirts. Ok. Quoi d'autre? Ton humour. Ok. Je suis drôle. Ok. Très bien. Tes répliques sont drôles. Ah ouais? Ok. Je note. Ok. Mon niveau aux échecs. Ok. Très bien. Je suis relaxant. Très bien. Ton chat. Mon chat? Ah, mon chat. Parce que mon chat, il est mort. Hein. Genre, vraiment, il est au paradis, mon gars. Il est au paradis, frère. Paradis, ma gueule. Qu'est-ce que vous faites, monsieur, si dans les sondages, tout d'un coup, vous êtes plus fort? On vous donne meilleur que Marine Le Pen, on vous donne plus haut. Qu'est-ce que vous faites? Mais je fais pas de scénario fiction. Mais c'est intéressant de se projeter. Si il y a 10 ans, on m'avait dit dans 10 ans, tu seras président du Rassemblement national, je vous aurais dit, mais je vous demande arrête un vrai de truc. raconter n'importe quoi. Vous savez quoi? Quand on est un homme politique, on en reçoit parfois ici, on en a rencontré, elle, des milliards, moi très peu, vous l'avez souligné un jour, des mais milliards. quand même un peu, et puis on est des hommes, on sait ce qu'on est. On a une ambition, vous ne faites pas tout ça pour rien depuis l'âge de 16 ans. Si tout d'un coup, il y a cette opportunité, vous êtes tellement loyal avec ce regard incandescent et tout ça envers elle. Il y a qui de beau gosse à gauche? Je sais que David Guiraud, c'est un petit BG. Ouais, David Guiraud, c'est un sacré BG quand même. Antoine Léaumont, c'est un petit BG aussi.
Mais on a Mélenchon. Mais le problème de Mélenchon, c'est que lui, il a un putain de charisme. Et du coup, on en oublie qu'il est vieux, genre. Mais il n'y a pas beaucoup de mecs, il n'y a pas beaucoup de beaux gosses, hein. Délogu. Bon, Délogu, ça va. Délogu, ouais, ça va. Délogu, ça va. Ça va. Raphaël Arnaud, c'est un petit BG aussi. C'est vrai que Raphaël Arnaud, ça va. Eh, les mecs, quand même. À gauche, Aurélien Saint-Toul aussi, c'est un petit BG. Mais à gauche, on a quand même des sacrés beaux gosses. Parce que citez-moi un autre beau gosse au RN, à part Bardella, y a rien, frère. Hein. Y a rien sous le capot, ma gueule. Hein. En tant que meuf et en tant que mec politique à l'extrême droite, y a pas grand-chose. Hein. Le frigo est vide, gros. Zemmour, il est beau. Vas-y, abusez, s'il vous plaît, les mecs. Abusez. Abusez. Comment il s'appelle, le mannequin Odoul, Julien Odoul. Ouais. Wesh. Attends, c'est lui. Attends, c'est Julien Odoul, là. Attends, non, c'est une dinguerie. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même, c'est... Ok. Ok. On va où, là? C'est quoi, ça? Vas-y, je mets play, là, Qu'est-ce que vous faites si on dit, dis donc, mon pote, t'es devant? Je lui serais toujours si c'est ça la question sous-jacente, d'une totale loyauté. Vous voyez, parce que elle est mon premier soutien, parce que je suis son premier soutien. Ça veut dire que vous en parlez avec elle ou vous laissez tomber et tout? donc non, mais ça veut dire qu'on a conscience de la responsabilité qui pèse aujourd'hui sur nos épaules. Et ça ferait tellement plaisir. Elle vous dit pas si t'es devant, tire à toi? Non, non. Et vous, on a une relation extrêmement saine. Et je pense que ce ticket qu'on a constitué, qu'elle a constitué, a été possible aussi parce que c'est une femme politique. Et qu'il y a chez elle non pas seulement l'envie de gouverner, mais aussi l'idée de transmettre. Et c'est elle qui a souvent eu ces mots et qui a souvent eu cette phrase. Et donc, voilà, moi, je l'aide, je l'ai toujours aidée. Et encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour elle parce que je sais que sans elle, je ne serais pas là. Et les Français le savent bien. Pourtant, Marine Le Pen a dû tuer le père pour pouvoir avoir cette notoriété et ce poids-là dans les sondages. Peut-être que vous devriez tuer... Les gars, c'est mercredi la décision finale sur Marine Le Pen, si elle sera inéligible ou pas. C'est pas mercredi. D'ailleurs, mercredi, les mecs, je serai peut-être pas en stream. Hein. Mercredi, je serai peut-être pas en stream parce que je suis invité dans une grande radio. Putain, je fais peu d'interviews, mais là, ça m'a un petit peu... Je me suis dit, vas-y, c'est une occasion en or. C'est une occasion en or, genre. Donc, mercredi, je serai peut-être pas en stream, les mecs. Voilà, je serai à la radio. Pas la tante, mais la mère qu'elle peut représenter spirituelle pour vous. Elle n'a pas tué le père, elle a fait passer l'intérêt des... elle a viré de son parti. Elle a fait passer l'intérêt des Français avant ses propres intérêts Une personnels. grande radio, ouais. Très grande radio. Vous pourriez l'appliquer. On n'est pas du tout dans la même situation parce que je troll pas. Les propos, les déclarations de Jean-Marie Le Pen, condamnables, rendaient impossible la poursuite du combat politique. Et donc elle a pris une décision qui était très dure comme chef de parti, qui était d'exclure son propre père du Front National. Mais l'héritage du Front National a l'air de vous rendre mal à l'aise, puisque c'est les premiers mots que vous avez eus en venant sur ce plateau. Donc à partir du moment où cet héritage vous rend mal à l'aise, peut-être qu'il est temps de vous en émanciper. Mais en faisant Jean-Marie Le Pen est retiré de la vie politique depuis 10 ans, il a 95 ans. Donc, ce qu'il essaye de dire peut-être, c'est le plafond de verre pour avoir le pouvoir, pour l'intérêt des Français, c'est peut-être le nom Le Pen. Créer un parti, je sais pas. En 2012, on faisait 17 ou 18% des voix à la présidentielle. On a fait 34% des voix en 2017 et 41% à chaque fois, vous butez. En 2022. Bien sûr, mais vous voyez, quand j'ai commencé à faire de la politique, dans les seconds tours, on faisait aller face aux candidats d'en face, peu importe d'ailleurs, on faisait 25-30%. On est passé en 2 ans de 6 à 143 députés. Et encore une fois, on fait 11 millions de voix. Il n'y a aucun parti politique dans aucune démocratie occidentale on vous parle de prendre le pouvoir qui n'est arrivé à des niveaux aussi élevés. Donc, Putain, 143 députés RN. 143. Et moi, je suis curieux de savoir, les gars, comment ça se passe à la buvette. Genre, ça se passe comment, genre Qu'est-ce qu'ils se disent à la buvette, genre ils prennent un verre ensemble, ouais, ça va ou quoi? Genre David Guiraud qui discute avec Julien Odoul, je sais pas comment ça se passe. Continue à progresser et ça moi fait je me beaucoup, bats pour
je sois combattu ça non fait pas sur beaucoup. les caricatures, mais sur ce que je pense vraiment. Et en lisant ce livre, les Français Ils sont sauront tous vraiment potes, ouais, je pense aussi. Ce les livre mecs. sort alors que Marine Le Pen est en procès. C'est étonnant de sortir le livre alors qu'elle affronte un des procès les plus durs de sa carrière. Elle risque 10 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité dans le procès des assistants présumés du Parlement européen. Il lui est reproché, on ne va pas refaire le procès puisqu'on attend le jugement bientôt, il lui est reproché d'avoir touché 7 millions d'euros du Parlement européen versés à des assistants qui n'ont jamais travaillé pour le Parlement européen. Pas touché elle-même. Non, toucher le rassemblement Il n'y a pas d'enrichissement personnel. personnel. Non, il n'y a pas d'enrichissement personnel, mais il y a du détournement de fonds, en tout cas c'est des accusations, entre autres. Si jamais elle est condamnée, si jamais elle est empêchée et déclarée inéligible, Oula. vous irez? Elle ne le sera pas. Parce que je François Bayrou, la pour sais les mêmes raisons, a été innocente. condamné. Ça veut donc dire qu'un juge pourrait déterminer le cours d'une possible élection présidentielle. Le juge, il va déterminer la justice. Un juge, il juge une affaire. D'accord. Elle est mise en examen pour Vous pouvez détournement pas de fonds. Il y a politiser, celui détournement de la fonds. justice à ce point-là. C'est un ouf de dire ça quand même. C'est un malade. Vas-y, sur le fond, il a peut-être raison, parce que le juge va décider, de par sa décision, ça va bouleverser la présidentielle de 2027, mais le juge, il va juste juger, il va rendre son verdict judiciaire, quoi. C'est que de la justice, hein, de la justice. Il n'y a pas de politisation de la justice, quand même. C'est un fou de dire ça. La réponse, elle est catastrophique, les mecs, hein, vraiment. La justice qui est politisée, pas toute la justice. Ça, c'est un procès bien sûr, politique. mais il y a une partie de la justice. Donc vous n'accepterez Non, pas mais il y a- C'est dingue de penser ça. D'abord, sur le fond de l'affaire, de ce qui nous est reproché, il y a une différence d'appréciation sur le travail des assistants parlementaires entre les partis politiques français et le Parlement européen. La gauche est concernée par les mêmes reproches du Parlement européen, l'ex-majorité présidentielle est concernée par les mêmes reproches du Parlement européen et le Rassemblement national. Donc là, c'est le tour du Rassemblement national. Donc nous démontrons nos arguments et Marine Le Pen est innocente. Donc c'est ma conviction et je ne ferai pas de politique fiction parce que j'ai une conviction sur cette affaire et que je sais Marine Le Pen totalement innocente. Excuse-moi, non, parce qu'il a parlé de 150, tout à l'heure, 150 représentants qui sont au Parlement. Combien 143. Excusez-moi, 143. Donc Barnier, en gros, il est entre vos mains. D'ailleurs, je vous ai entendu souvent vous exprimer, il est sous surveillance. Ah, comment il sourit Comment il sourit Putain de merde. Il sait qu'il a Barnier entre ses mains, ce bâtard. Ouais, etc. Donc le Premier ministre est un peu... Il est entre vos content. mains, puisque 143 députés qui font ou pas une motion de censure, on va dire que le Premier ministre est entre vos mains. Alors, tout ce qui va arriver, tout ce qui est annoncé sur le budget, c'est-à-dire les taxes d'électricité, les billets d'avion, les taxes sur les voitures, le gaz, l'augmentation, les impôts locaux, les désindexations des retraites, par exemple, sur l'inflation. Pour les Français, ça va être super dur, on est d'accord. Et vous n'allez pas faire motion de censure. Vous n'allez pas censurer. Je finis. Ma décision n'est pas prise. Oui, mais on va penser, on va faire un petit peu de fiction, on va dire que vous n'allez pas censurer. Non, je vous mets parfaitement à l'aise. Il y a une discussion budgétaire en ce moment. Non, mais et moi, j'ai été très clair. Là. Si le gouvernement franchit des lignes rouges, alors il est-ce que je viens de vous dire, sur ce que je viens de vous dire, y a-t-il des lignes rouges? Bien sûr. Laquelle? Vous en avez cité, l'augnement des taxes sur l'électricité qui viendrait fragiliser nos compatriotes dans une période où l'énergie a baissé. Vous savez que ça va arriver. Pardon, non, ça va arriver. Vous avez dit tout à l'heure, ça manque un peu de mea culpa sur la défaite. On s'aperçoit aujourd'hui... Monsieur Bardella, vous censureriez, c'est très important ce que je vous dis, parce que vous parlez des Français et de leur défense, et vous avez raison, mon Dieu. Tout le monde ici a envie de défendre les Français, on est bien d'accord. Bien sûr, bien sûr. On est adhérent à votre parti. Mais qu'est-ce que vous allez faire Bien sûr. Si vous ne faites pas de motion de censure, parce que la ligne rouge sur l'augmentation du gaz et l'électricité, elles vont arriver, ces augmentations, vous le savez parfaitement. Mais vous dites... Donc là, il est en train de nous entuber un peu. Il nous entube. Il a dit la ligne rouge, c'est l'augmentation des taxes sur le gaz et l'électricité. Et en plus, c'est... Ah, mais c'est vrai, ça. C'est vrai que Bardella, pendant toute sa campagne européenne et pendant les législatives anticipées, il avait dit à chaque fois qu'il n'y aura pas d'augmentation, on va baisser les taxes, la TVA, je ne sais pas quoi. C'est vrai qu'il avait dit ça. Mais là, si on nous annonce une augmentation de l'électricité, qu'est-ce qu'il va faire, Bardella? Il va encore retourner sa veste en mode... Oh, c'est pas vraiment une ligne rouge, hein. C'est une ligne un peu violette. Elle n'a pas encore été franchie, donc ça va. On va pas trop le censurer. Non, les mecs, il fera rien. Encore une fois, les mecs, la politique, c'est encore une fois du mensonge. Que du mensonge, gros. Que du mensonge, mon gars. Je n'ai pas pris de décision, mais vous savez qu'elles vont arriver. Il va endormir le poisson, bah oui. Puisque c'est ce qui va atteindre le plus
Ceux qui votent pour vous. Mais pas Écoutez nécessairement. ce qu'il dit. L'augmentation, par exemple, qui était pour moi une ligne rouge dans ma campagne, de la contribution de la France au budget de l'Union européenne, quand tous nos partenaires, y compris l'Allemagne, obtiennent un rabais, nous l'avons fait sauter à l'Assemblée nationale. Donc il y a une discussion budgétaire. Je ne peux pas vous répondre avant même que la discussion budgétaire se termine. On obtient beaucoup de victoires en ce moment à l'Assemblée parce que la réalité politique aujourd'hui, c'est que plus rien ne peut se faire sans le Rassemblement national. Nous sommes le premier groupe à l'Assemblée. Et c'est vrai, et vous avez raison de rappeler ce que j'avais dit après les législatives, Michel Barnier est aussi sous la surveillance, entre les mains, mais sous la surveillance du Parlement et donc du premier groupe. Donc, encore une fois, si au terme de la discussion budgétaire, il y a des lignes rouges qui sont franchies, eh bien le gouvernement s'expose parfaitement à une censure. J'ai pas de débat là-dessus, moi. Le photocall. Vous connaissez le principe. On verra. On verra. Oui, vous êtes déjà venu. Quelle question vous poseriez à la femme ou à l'homme que je vous présente, Marine Le Pen? Une question. Ah, c'est difficile. Ah, c'est pas facile, hein. Avec les déclarations d'amour. Bah ouais, mais maintenant, comme j'ai le sentiment d'avoir tout dit... Une question, hein. Mais déjà, moi, je voulais savoir, est-ce que sur le bateau, vous avez pensé à un moment? Non, mais pour savoir si vous voulez tuer la mer. On veut tous savoir si vous voulez tuer la mer. Est-ce que sur ce bateau, quand vous avancez vers elle, vous avez dit, je peux la pousser à la mer? À la mer. Non, mais c'est une dinguerie de dire ça. Je lui demanderais comment elle sent la période, parce qu'elle a un flair politique qui est même reconnu d'ailleurs de la part de ses adversaires, et elle a souvent un temps d'avance, bien sûr. Jean-Marie Le Pen, une question. Tu meurs quand? Pourquoi autant d'outrance? Emmanuel Macron. Est-il fier de l'État dans lequel il va laisser le pays? Michel Barnier. Un mec de gauche. Qu'est-ce qu'il cherche? Ah bah comme vous. Vous allez lui offrir... Mais mettez une photo de Mélenchon, putain! Ce que je cherche. Bruno Retailleau. Oh. Est-ce qu'il a vraiment triché à Interville? Alors ça, c'est pas gentil, surtout que Laure il a fait Lavalette, Interville. députée du Rassemblement National, dit quand on écoute Bruno Retailleau, on a l'impression que c'est le porte-parole du Rassemblement National. Oui, moi je pense que c'est un homme sincère. Alors sur Interville, je ne sais pas, mais en tout cas sur les déclarations qu'il peut faire, il rejoint évidemment beaucoup de nos constats, mais il a triché à Interville. Il n'a pas de légitimité démocratique, surtout pas de majorité parlementaire pour agir, c'est le problème. Gabriel Attal. Quand est-ce qu'on se refait un débat? Ça vous manque Non, mais en fait, on en a fait, je sais pas, 10. Ça devenait le running gag, quoi. C'est-à-dire, c'est le débat à chaque fois qui revient. Et je pense que, lui, comme moi, il y a une forme de lassitude à cet exercice qui se faisait souvent sur les mêmes thèmes, mais chaque chaîne de télé voulait son débat. Donc je pense que les Français ont eu le sentiment de voir cette affiche un peu... Il veut, hein. Éric Ciotti. Pourquoi t'es pas venu plus tôt? Éric Ciotti, dont on apprend que vous vouliez le faire si vous aviez eu le pouvoir ministre des Armées. Oui, parce que j'ai appris évidemment à connaître Éric Ciotti au cours de cette campagne. On se connaissait très peu. On avait eu l'occasion de se croiser dans des réunions de chefs de parti, mais on se connaissait très peu. Et j'ai découvert quelqu'un de raisonnable, en tout cas sur les questions de politique étrangère, et d'extrêmement convaincu. Et je trouvais qu'il avait le bon profil. Marion Maréchal. Ils ont pas pris la meilleure photo de Marion Maréchal, hein. Vraiment, c'est pas la meilleure photo, hein. Elle est pas à son avantage, là. Bon, y a aucun mec de gauche, ça me fait chier, là. Pensait-elle vraiment et sincèrement qu'Éric Zemmour pouvait être président de la République? Éric Zemmour. Ah bah, voilà. La même chose. Pourquoi continuer moi, je sais, quand j'étais plus jeune, mes samedis soirs, c'était devant On n'est pas couché. Avant vous, c'était Éric Zemmour qui était sur le fauteuil. Et je ne manquais pas une émission. Et je trouvais que ça manquait pas de panache, le duo qu'il formait avec Nolo. Et on peut être un très bon chroniqueur, un très bon écrivain. Mais faire de la politique et être politique, c'est quelque chose de tellement particulier que parfois le costume ne convient pas à tout le monde. Repart à la télé et arrête la politique. Je ne sais pas s'il a gagné au change. Fondamentalement. Jean-Luc Mélenchon. Oh. C'est pas un peu étrange de jouer à la révolution quand en fait on est confortablement installé dans son salon et qu'on prône en fait le chaos à l'extérieur du périphérique pendant qu'on est tranquillement installé
Vous le traitez de bourgeois même dans votre bouquin. Oh, c'était sûr les mecs, hein. C'était sûr. Vraiment, en plus c'est un CSC, vraiment c'est le big CSC. Hein. Lui, c'est un grand bourgeois, c'est un espèce de grand bourgeois marxiste qui... François Ruffin, il était là tout à l'heure. Il n'y a pas grand chose à dire. Bah, bon courage. Parce qu'il va falloir s'occuper de la personne d'avant s'il veut évidemment être... en tout cas, s'occuper politiquement s'il souhaite évidemment être candidat ou aller évidemment un peu plus loin. Et je pense que Mélenchon est indéboulonnable aujourd'hui à gauche. Nicolas Sarkozy. Bah, je lui demanderai qu'a-t-il pensé de mon livre. Vous lui avez envoyé ? Je l'enverrai au président de la République et évidemment... Vous lui parlez ? Non, je ne lui parle pas, on n'a pas de contact. Donald Trump. Qu'est-ce qu'il va faire avec la taxe sur le vin ? C'est la question que se posent beaucoup de nos viticulteurs. Et le fromage ? Oui, bien sûr. Elon Musk. Ils veulent taxer le fromage aussi. Moi, j'aimerais bien discuter avec Elon Musk. Parce que je pense que c'est l'un des entrepreneurs iconoclastes les plus brillants et les plus importants aujourd'hui dans le monde. Et est-ce qu'il nous emmènera un jour sur Mars ? Mais vous parlez anglais ? Je baragouine, ouais. Mais je serais peut-être impressionné, mais pour une discussion très technique sur l'intelligence artificielle, qui est un sujet que j'apprécie aussi, parce que je pense que c'est l'un des grands bouleversements. Faudrait un traducteur. Il vous fait peur aussi ? Non. Vladimir Poutine. Oula. Pourquoi cette sale guerre et pourquoi autant de vies humaines gâchées ? Benjamin Netanyahou. Oula. Bah, maintenant que les principales têtes des organisations terroristes du Hamas et du Hezbollah ont été tranchées, est-ce qu'il est prêt à discuter d'une solution politique ? Vincent Bolloré. Oula. Wesh, mais il joue à quoi France 2 ? Mais à quoi vous jouez ? Attends, mais c'est une dinguerie là. Votre éditeur donc. Est-ce qu'il comprend pourquoi la gauche le haït autant ? Jordan Bardella. Oh. Oula. Ok. Tiens bon. Le livre s'appelle Ce que je cherche chez Fayard, il est sorti. C'est fini ou pas ? Ah, c'est fini. En vrai, c'était sympa, hein. C'était... Bon, après, Philippe, machin chouette, bidule chouette, on s'en bat les couilles. Non, c'était sympa, les mecs, avec